Peut-être on peut parler un petit peu du contexte. Euh, comment avec Baptiste on est venu à organiser ce webinaire. Donc je connais Baptiste depuis quelques années. C'est via nos expériences précédentes qu'on a pu se rencontrer, via un ami en commun, qu'on salue d'ailleurs. Et on s'est recroisés il y a quelques semaines au Salon des ressources humaines. Et l'idée m'est venue de lui proposer ce webinaire, puisque via sa nouvelle activité, Teambox, dont il va nous parler, il développe des animations pour les managers, des bonnes pratiques pour aller au-delà des pratiques classiques en fait, de formation. Donc, c'est des nouvelles tendances sur l'animation d'équipe. Il nous en dira plus. Et donc, je me suis dit qu'il y avait un lien très, très complémentaire, très direct entre nos deux activités, puisque A-Team propose une solution d'onboarding qui accompagne justement les managers via de la pédagogie, via des conseils sur la plateforme. Donc, je me suis dit qu'il y avait un vrai sujet sur l'accompagnement des managers, qui est une préoccupation très forte de nos interlocuteurs RH. Voilà, donc bah, il a accepté mon invitation et je suis ravi de l'avoir avec nous. Merci beaucoup de l'invitation. Effectivement, alors on s'est croisés sur le salon, on suit depuis un petit moment. Nos bureaux ne sont pas très très loin non plus. Et effectivement, avec ce qu'on fait avec la Teambox depuis bientôt plus d'un an, on est confronté à pas mal de sujets liés à l'onboarding, de jeunes recrues, mais aussi de managers qui ont un peu plus d'expérience, qui viennent reprendre des équipes. Et effectivement, le sujet, ou en tout cas le moment de l'onboarding et l'arrivée de cette personne en organisation est un super sujet. Pour nous, un super moment aussi pour créer une nouvelle dynamique. On va revenir là-dessus dans la présentation qu'on vous a préparée. Et effectivement, de revoir un petit peu l'accompagnement qu'on peut proposer aux managers pour sortir du cadre peut-être rigide ou classique de la formation présentielle ou du tout e-learning pour aller sur des choses beaucoup plus expérientielles qui vont mettre à contribution l'ensemble des membres de l'équipe. Voilà. Super. Donc, en termes de structure, la présentation va durer 30-40 minutes. L'idée, c'est d'être très interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en cours de route. On les prendra, on les traitera en fin de chaque partie. Et puis, à la fin, on terminera aussi par des questions-réponses. Donc, on va démarrer tout de suite. Bonjour Damien, qui nous indique qu'il s'intéresse au levier de la fidélisation. En effet, c'est le sujet, transition parfaite. Je pense que on va tout de suite attaquer ce webinaire. Hop. Donc, on partage votre écran avec nous. Donc voilà. Donc, en sommaire, donc, quels sont le secret de la fidélisation? Comment impliquer les managers dans l'intégration des collaborateurs? Clairement, l'onboarding est un levier clair de fidélisation. C'est ce qu'on va démontrer. Vous êtes sûrement déjà très convaincus, mais dans les pratiques, dans le concret, comment ça se met en place? Alors, peut-être juste pour présenter nos activités, Ouais. Baptiste, en introduction. On l'a fait rapidement. Alors, Team Bakery, la maison mère en fait de la Teambox. La Teambox, alors, les gens ne voient pas, je la présenterai peut-être tout à l'heure. J'en ai ramené une pour vous montrer ça. On est parti effectivement du principe que fallait accompagner les managers directement dans leur quotidien et leur permettre de créer des moments pour sortir régulièrement, alors une fois par mois, une fois tous les 2 mois, la tête de l'eau et se poser les bonnes questions sur le fonctionnement de leur équipe. Donc nous, ce qu'on fait, on prend un peu les codes de la box grand public qu'on connaît peut-être pour se faire livrer des produits de beauté, du vin et d'autres choses. On l'a vraiment transposé du point de vue de l'expérience collaborateur en proposant de valoriser les managers qui prennent du temps avec leur équipe et leur fournir clé en main en fait tout ce qu'il faut pour animer un atelier d'une 40-45 minutes. Donc ça prend place assez aisément dans le quotidien de l'équipe. Un petit déjeuner, une réunion d'équipe classique. Et l'idée, c'est qu'ils vont venir renforcer leurs soft skills et s'acculturer à de nouvelles méthodes de travail, mettre en place des choses directement à l'issue de ces 45 minutes. Voilà ce qu'on fait chez Team Bakery. On aura, si vous voulez, l'occasion de... Concept top, très sympa, très innovant. Je l'ai vu nulle part. C'est vraiment hyper intéressant. Donc A-Team. Donc A-Team est une plateforme c'est un outil qui vous accompagne pour gérer toute la mobilité, donc l'onboarding, la mobilité interne et l'offboarding, en créant une expérience engageante, une expérience pour les collaborateurs et en accompagnant les managers. Donc, l'accompagnement des managers, c'est très important, ça fait partie intégrante de l'outil et on vise justement à aider les managers à intégrer au mieux leurs nouveaux collaborateurs.
Donc, on parle de la fidélisation, c'est le problème, c'est le sujet. On a plusieurs études qui démontrent qu'aujourd'hui, c'est la préoccupation numéro 1, notamment des dirigeants d'entreprise, selon une étude de C-Suite Challenge, comment attirer et fidéliser les talents. Dans un contexte où Deloitte nous explique que près de 2/3 des millennials, donc ces fameuses nouvelles générations, annoncent quitter leur job en 2020. Donc, on a un problème qui est clair, c'est qu'on a des nouveaux collaborateurs, des nouvelles générations, des jeunes qui ont des attentes spécifiques et qui sont beaucoup plus mobiles qu'avant. Donc, comment les attirer, comment les fidéliser dans un contexte où il y a des pénuries sur certains métiers. C'est compliqué de retenir les talents. Et donc, les entreprises sont en recherche de leviers. Clairement, l'onboarding est un outil est un élément pour attirer et fidéliser. On a plusieurs chiffres très concrets qui démontrent ce lien très clair entre onboarding et fidélisation. Près de 69% des salariés qui ont suivi un programme d'intégration vont rester au moins 3 ans dans l'entreprise selon SHRM. 25% des salariés quittent l'entreprise lors des premiers mois. C'est LinkedIn qui le démontre. Et pour DLM News, près de 30% de turnover en moins après avoir suivi un bon programme d'onboarding. Donc, c'est clair, il y a un levier, il y a un lien très naturel entre onboarding et turnover. Et je pense qu'on l'a tous vécu, on a tous eu déjà cette expérience d'un onboarding raté, d'un process qui ne se passe pas bien et qui, du coup, entraîne le départ. Et c'est très frustrant parce qu'on passe beaucoup de temps au niveau du recrutement, on engage des frais. Et finalement, on voit que cet investissement part en fumée suite à un onboarding raté. Donc, l'onboarding vraiment est instrumental et fondamental. Un deuxième point qui est effectivement dans la même ligne, c'est qui dit onboarding dit nouvelle génération. Et je voulais rapidement partager avec vous quelques enseignements d'une étude qui a été menée par Mazars, je crois, avec Opinionway. Enfin, j'en suis sûr, puisque on a la chance de travailler avec Mazars et encore récemment, on a été à un panel pour présenter cette étude avec eux. Ce qui est intéressant, c'est que dans les attentes de la génération Z, donc les gens qui arrivent ou qui vont arriver très vite sur le marché du travail, les sujets autour de l'ambiance de travail, des échanges entre collègues sont jugés comme déterminants. C'est quasiment à égalité avec la rémunération. Donc, c'est vraiment un point qui est mis en avant. Les gens viennent travailler dans l'entreprise avant tout pour partager et pour travailler avec d'autres personnes. Et ça, c'est un point qui est très important chez eux. L'autre enseignement qui est fort, c'est les attentes vis-à-vis de leur management. Il y en a 37% et c'est le plus gros, ce qui arrive en premier en fait, qui attendent de leur futur manager la transmission de compétences, de la formation. Encore une fois, une volonté d'être impliqué dans les décisions et d'apprendre des choses. Donc ça, c'est un point qui remonte aussi beaucoup. Et enfin, alors on parle souvent du métier de manager qui ne serait pas, comment dire, qui serait pas valorisé ou qui serait un peu sur le déclin, où les gens auraient peur de passer en position de management. Il y a quand même effectivement 61% des sondés qui se voient manager une équipe. C'est bien qu'il y ait un enjeu de miroir, de transmission et une volonté de grandir puis faire grandir autour de soi au sein de l'organisation. Donc ça, c'est des éléments intéressants à avoir en tête et surtout, on va y revenir un petit peu derrière, à mettre en face des attentes des managers déjà présents dans les organisations pour voir comment on peut matcher ces deux types de. Il y a des attentes de digitalisation aussi, de facilitateurs, de fluidité, d'expérience. Donc, on parle d'expérience collaborateur aujourd'hui, c'est un mot très, très tendance pour justement expliquer ce nouveau paradigme où les collaborateurs, un petit peu comme des clients, finalement, ont une expérience qui est fluide et qui leur permet de se développer et d'être impliqués dans l'entreprise. En termes d'engagement et de cycle de vie, on a ici un graphe très intéressant qui en fait nous explique les différentes étapes de l'expérience du collaborateur justement dès le process de recrutement. Et donc on a en fait deux tracks en fait, on a deux chemins. Soit on prépare les éléments, on arrive à enlever pendant cette phase de pré-boarding toute l'anxiété liée à l'arrivée d'un collaborateur et donc on renforce la décision du collaborateur de rejoindre l'entreprise. On communique avec lui de façon personnalisée. Donc finalement, on prépare cette phase d'onboarding et on va voir qu'on va être sur un chemin tracé, positif d'engagement qui permet d'accroître l'engagement. Soit on est plutôt sur une autre track où en fait, on est très orienté sur des tâches impersonnelles, on ne donne pas d'infos,
C'est une vraie problématique, la phase de pré-boarding. Chez beaucoup de nos clients, on le voit, comment maintenir le contact pendant des longues périodes de préavis et faire en sorte que le collaborateur soit engagé dans l'entreprise avant même son arrivée. Donc, soit on est préparé, soit on ne l'est pas. Et on va voir en fait que très rapidement, si on ne l'est pas, on a cette courbe d'engagement qu'on ne va pas pouvoir attraper derrière, qui va être très compliquée. L'organisation n'est pas prête, le manager ne l'est pas non plus. Et pourtant, justement, l'importance de prévenir le manager. On a Google qui a testé différents leviers pour alerter les managers. Et ils se sont rendus compte qu'une notification la veille de l'arrivée d'un collaborateur au manager était très efficace et améliorait la performance de près de 25%. Donc, eux, ils ont testé plein de scénarios. Et pourquoi alors ils disent la veille, finalement, c'est le moment le plus important? En fait, les managers sont tellement la tête dans le guidon, sont tellement dans l'opérationnel, dans le business, que du coup, le fait de les prévenir juste la veille, ça crée ce sentiment d'urgence et ça les permet de les mobiliser. Donc, on voit que c'est fondamental de se préparer et d'avoir un engagement clair et direct avec son manager et d'être prêt en termes d'organisation. Et ce qui est hyper intéressant, juste pour conclure là-dessus, c'est qu'effectivement, la phase pré et onboarding sont des phases critiques, c'est-à-dire que les tendances sont très dures à inverser. Et vu de l'autre côté, ce sont aussi des phases où on peut quasiment transformer l'organisation parce qu'on sait que ça se joue sur quelques jours et que si on veut donner une nouvelle impulsion à son équipe, c'est aussi à ce moment-là, dans ces phases où effectivement il y a du changement, il y a de la nouveauté qui arrive dans le quotidien, que ce soit de l'onboarding, donc la personne qui va rentrer dans l'organisation, ou que ce soit de l'équipe qui va l'accueillir. Il y a des choses à faire, il y a une dynamique à recréer aussi et qui peut avoir un effet au-delà de effectivement la position de la personne qui arrive dans l'organisation. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions en cours de route, hein, on les prendra, on les traitera. Donc Fiona, qui est notre panéliste, nous les communique. Donc, comment ça se passe l'intégration? Aujourd'hui, ce n'est pas juste un processus RH, il faut bien le comprendre. C'est un processus qui englobe différentes personnes. On a un par un manager évidemment, différents collègues, des personnes clés qui vont pouvoir présenter l'entreprise et délivrer des formations notamment. On a évidemment les équipes RH, il peut y avoir plusieurs personnes au RH, donc c'est le service recrutement, gestion de carrière, gestion du développement, et puis les équipes support. Donc on voit bien l'enjeu autour de l'onboarding, déjà pour en faire pas seulement un process RH, mais vraiment un process intégré dans l'organisation. C'est tout l'enjeu. Le deuxième sujet, c'est de se positionner un petit peu du point de vue des managers et essayer aussi de niveler en fait, les attentes de ces managers pour voir comment on peut, faire matcher les attentes de la personne qui arrive dans l'organisation aux attentes ou aux contraintes des managers eux-mêmes. Donc ça, c'est quelques éléments qui ressortent d'une étude que nous, on a fait auprès de 300 managers pour comprendre ce que ça voulait dire manager aujourd'hui. Donc on a essayé de taper assez large, d'avoir des gens de vraiment différents types d'expériences, différents types d'organisations. Il en ressort 5 points qui nous semblaient importants de partager avec vous. Le premier, c'est une quête d'autonomie, une recherche d'autonomie, de pouvoir gérer au niveau de l'équipe l'ensemble des sujets qui la concernent. Donc ça va avec effectivement toute la logique de digitalisation et d'outils accessibles un peu de partout. Le deuxième point, c'est d'optimiser le temps de l'équipe. C'est un gros point qui revient quand on demande aux managers s'ils ont le temps. Très peu vont nous dire oui. Et globalement, on est tous effectivement pas mal chargés par les tâches du quotidien. L'idée, c'est de trouver des moyens d'optimiser le temps, de ritualiser le travail. Et ça fait un pont avec le troisième point. Il y a un sujet dans le management, c'est comment je trouve le bon rythme avec mon équipe, comment je mets en place des rituels, des rendez-vous qui vont me permettre de m'assurer que tout se passe bien et qu'on a bien le temps de se parler et d'ajuster notre mode de fonctionnement, de se faire des retours sur des choses qui ont été, des choses qui ont moins bien été. Voilà. Quatrième élément, on sort du schéma où le manager est effectivement omniscient, omnipotent. On est plutôt dans une logique très actuelle et qui est demandée en fait par les managers de pouvoir faire appel à l'intelligence collective et de permettre des moments où on vient trouver des solutions ensemble. Et ça prend un écho particulier quand on parle effectivement d'onboarding, puisqu'on parle souvent de la relation au manager à la personne qui est intégrée. On est, je pense, convaincu
nous deux, qu'effectivement, il faut réussir à impliquer d'autres personnes de l'équipe. On va parler du parrain, du buddy, mais il y a effectivement un travail collectif à faire autour de ce sujet-là. Et le dernier point, qui est le fait que, encore souvent, le management est subi et fait un peu par réaction quand les problèmes arrivent. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens veulent prendre du temps avec leurs collègues, que la communication n'en est que meilleure et qu'il y a un sentiment d'épanouissement. Alors, on ne va pas généraliser, mais il y a un sentiment d'épanouissement qui ressort des équipes qui, justement, prennent un peu de temps pour affiner leur fonctionnement, leurs règles de comportement et se réservent du temps aussi pour accueillir les nouvelles personnes. Très juste. Quand on se focalise un tout petit peu sur l'onboarding et qu'on creuse un tout petit peu, les attentes des managers sont hyper claires et tournent autour de 3 points. Le premier, c'est qu'il y a une volonté d'avoir une intégration extrêmement rapide qui est liée au fait d'avoir la maîtrise du temps, d'aller sur de l'autonomie. Il y a un vrai sujet effectivement autour de la mobilisation de l'équipe sur les premiers moments. Il y a une attente. En général, un process de recrutement, ça peut être long, ça peut être très attendu. Ça a été, comment dire, ça a été, l'équipe s'est débrouillée jusqu'à l'arrivée du nouveau pour faire sans lui. Il y a souvent une grande attente du manager et du reste de l'équipe autour de une productivité du nouvel arrivant. Et le dernier point, qui est un point central, qui est assez bilatéral en réalité, c'est la nécessité de créer une confiance réciproque rapidement. Alors, la confiance, c'est compliqué parce que ça, en France, notamment, ça ne se donne pas forcément a priori. En tout cas, il y a un vrai chantier de construction autour de ce sujet-là. Et ce qui va derrière ça, effectivement, c'est un sujet autour de l'anticipation, de la communication et de trouver le rythme pour qu'on partage régulièrement et qu'on s'assure qu'on est bien tous ensemble sur le même niveau d'information et qu'on partage les mêmes réflexes. C'est très juste. C'est vrai que ce qu'on entend souvent, c'est voilà, en gros, comment être opérationnel plus rapidement, être facilitateur. Parce que l'attente principale, c'est voilà, comment finalement on peut aider les managers pour permettre à leurs collaborateurs d'être productifs rapidement, de monter en compétences rapidement et vraiment dans une logique d'efficacité. C'est le point essentiel. Comment faire tout ça? Alors, en partant de ces besoins, ce qui est intéressant, et quand on pousse la métaphore effectivement de l'expérience collaborateur, du point de vue de l'expérience manager aussi, c'est de se dire il y a des besoins, comme un client a des besoins, comment on peut y répondre et qu'est-ce qu'on peut proposer au manager pour faciliter tous ces sujets-là. Le premier, je pense qu'il est assez immédiat, c'est immerger le plus rapidement possible le nouvel arrivant dans le quotidien de l'équipe. Ça veut dire effectivement aussi mettre en place des objectifs progressifs et mettre aussi la personne qui arrive dans un état d'esprit non pas passif de, en gros, écouter de l'information pendant un long séminaire d'onboarding, mais plutôt de donner des tâches qui vont sûrement être très simples au départ et pas simplistes, mais en tout cas des choses rapides et simples à mettre en place pour tout de suite déclencher en fait l'envie d'apprendre, l'envie de se projeter avec l'équipe et sentir que effectivement il y a aussi une progressivité dans les objectifs qui sont fixés. Le troisième point qui est lié effectivement à ce que nous on prône aussi, c'est d'avoir des rituels de travail. Alors c'est un héritage de ce qu'on a pu faire avec mon associé dans une autre vie autour du développement informatique, c'est de dire si on veut que les projets avancent bien, il faut qu'on se voit régulièrement pour partager ce qu'on a fait et surtout pour affiner la façon dont on travaille ensemble. Et donc ça, c'est un point important qui est d'autant plus important quand il y a une nouvelle personne, c'est que ça va lui permettre qui s'informe très rapidement sur le fonctionnement, les réflexes de l'équipe, les points de contact, et qu'en plus, il puisse aussi rapidement apporter, notamment avec les premiers objectifs qui lui ont été fixés, sa pierre à l'édifice, un sentiment d'appartenance et un sentiment de contribution à la vision globale aussi de l'équipe. Puisque, effectivement, dernier point, ce qui est hyper intéressant sur la phase d'onboarding, c'est que l'équipe valorise l'apport de ce nouvel entrant le plus rapidement possible. Donc là, il y a des outils pour faire tout ça et l'équipe des teams peut vous aider là-dessus. Il y a aussi des moments et un cadre à poser. Et effectivement, c'est vrai que nous, là-dessus, avec l'abonnement à la Teambox, le fait de effectivement sanctuariser un moment dans le mois pour se voir et réfléchir à ces sujets-là, c'est forcément des facteurs facilitants pour l'onboarding et in fine la fidélisation des nouvelles recrues.
très clair. Du coup, les bonnes pratiques clairement pour les managers. euh, donc, en résumé, hein, finalement, donc, quelles sont les attentes? Bien préparer l'arrivée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va préparer, quel va être le contenu de son programme d'intégration, prévenir les différentes personnes, être tout simplement enfin voilà, être tout simplement présent. C'est-à-dire que rien que le fait d'être présent le premier jour de l'arrivée d'un collaborateur, c'est une bonne pratique, c'est assez naturel, c'est assez logique et ça fait la différence. Mais on le sait très bien, on est pris par la réalité de l'activité et souvent c'est pas mis en place. Euh, Impliquer un parrain, un buddy, donc ce système de parrain que vous connaissez sûrement maintenant. On écrit beaucoup sur ce sujet-là. Notamment, notre dernière newsletter était sur le thème du parrain. Le parrain, c'est quelqu'un qui est en dehors de l'équipe managériale. C'est très important et qui va permettre d'accompagner le collaborateur et qui va aussi soulager le travail du manager pour ne pas non plus mettre toute la responsabilité de l'intégration sur le manager. C'est aussi très important et même nous, dans notre organisation, on voit que le parrain fait la différence quand le manager est souvent pris dans l'opérationnel. Donc, pendant la phase vraiment d'onboarding, c'est le contexte de la mission, remettre du contexte. Et là, c'est intéressant de présenter la stratégie, soit par le manager, soit par le top management. Alors, idéalement par le CEO, mais on sait très bien que dans des grandes organisations, ce n'est pas possible. Donc, c'est plutôt des top dirigeants, pourquoi pas des membres du COMEX, mais les impliquer, les sensibiliser, peut-être faire des réunions une fois par mois ou tous les 2 mois qui rassemblent tous les nouveaux collaborateurs. Netflix le fait. Donc Netflix, c'est huge. Donc, je pense qu'on peut s'inspirer de leur méthode de management. Il y a un autre point qui est lié à ça, c'est qu'effectivement, même au niveau de l'équipe, quand on parle de mise en contexte, c'est montrer pourquoi et comment les actions qu'on fait au quotidien, Bien des sûr. tâches qui sont réalisées par l'équipe, ça contribue à la mission globale. Ça vient répondre à un sujet des nouveaux entrants et de la nouvelle génération qui effectivement va être avec une gros mot qu'on appelle une quête de sens un peu exacerbée, mais c'est aussi vrai pour les autres membres de l'équipe. C'est un peu le double effet Kiss Cool. Ouais. L'idée, c'est de bien réexpliquer pourquoi on s'attaque à ces sujets, pourquoi on va investiguer sur des sujets qui vont être peut-être pas dans le cœur du métier, mais qui peuvent être intéressants pour la suite, et bien mettre ça en contexte de la mission globale et de effectivement la stratégie qu'on souhaite adopter. C'est un sujet global, mais c'est un sujet qui est d'autant plus intéressant pour les nouveaux entrants. On parle souvent d'entonnoir, c'est-à-dire mettre le contexte par rapport à la vision de l'entreprise, puis son département et enfin ses équipes. Alors, une stratégie d'entonnoir où on va présenter le contexte global et après très concret et du coup mettre l'onboarding dans l'action. Réaliser une tâche très concrète la première semaine, ne pas être dans l'attente. Voilà, on s'est tous retrouvés dans ce nouveau job où on arrivait le premier jour et puis on n'avait rien à faire, on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas qui étaient les personnes clés. Et en fait, ça change complètement notre vision et notre perception de l'entreprise. À l'heure en plus de la transfo digitale où les entreprises communiquent sur des messages de modernité, il faut également pouvoir proposer cette même expérience aux collaborateurs qui va lui permettre justement de mieux s'acclimater dans cette nouvelle culture. Les signaux faibles, je sais que c'est un thème qui t'est cher, Baptiste. C'est un point important, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on vous raconte là, il y a quand même un thème de fond qui est la communication, qui doit être, alors je ne sais pas si exacerbé, en tout cas intensifié sur ces phases-là, et une qualité d'écoute qui est développable à plein de niveaux dans l'organisation, mais qui est un sujet qui concerne plus particulièrement le manager, d'être à l'écoute des signaux faibles. Alors ça peut être effectivement notre nouveau collègue qui mange tout seul ou qui fait des horaires qui ne sont pas ceux du reste de l'équipe. Il y a plein de micro-phénomènes comme ça. Pensez à bien rester à l'écoute. Alors, ça peut être le rôle du buddy, du parrain aussi, d'être dans ce schéma-là. Mais c'est ces moments-là, les moments où il y a du changement, sur lesquels effectivement il faut être un peu plus attentif à ces petits phénomènes. En tout cas, les clarifier très vite, hein, c'est peut-être rien du tout, mais y prêter attention, c'est aussi montrer que la nouvelle recrue compte et qu'on fait attention à lui. J'aime bien ton idée du déjeuner. C'est vrai que c'est un vrai signal. Et puis, c'est créer la dynamique d'équipe. Donc là, on parle souvent de rituels. Là, je pense que justement, des outils peuvent aider pour créer des dynamiques, pour créer ces fameux rituels, faire des points d'ajustement. Là, on parle aussi de responsabiliser l'ancien onboardee, c'est-à-dire que
le collaborateur. Si au départ, on est quand même assez directif, où on va quand même lui donner des guidelines, même s'il peut évidemment avoir une liberté dans ces guidelines, mais au départ, on reste sur quelque chose, on va prescrire finalement au collaborateur son plan de développement. L'idée, c'est de le responsabiliser au fur et à mesure. Et donc ça, on va voir également dans le détail comment lui donner plus de responsabilités et lui permettre à la fin de l'année de prendre des décisions et de vraiment pouvoir donner tout le retour sur investissement que propose l'entreprise pendant cette phase d'onboarding, pouvoir délivrer un retour après la première année. Alors, les faux pas, quels sont les faux pas à éviter lors de l'intégration? Il y en a beaucoup. De manière très synthétique, c'est onboarder tout le monde de la même façon. Ne pas personnaliser les parcours, ne pas personnaliser le suivi, créer quelque chose d'impersonnel. On a différentes populations dans son entreprise. Parfois, on a des ouvriers, on peut avoir des cadres, on peut avoir des métiers différents. Et il faut être capable de, du coup, personnaliser. Et là, on voit qu'il y a un vrai sujet quand on est une grande organisation. Sur la personnalisation, c'est compliqué, on ne peut pas le faire à la main. Donc là, je vais évidemment. C'est vrai qu'un outil comme A-Team peut aider à personnaliser, mais indépendamment de l'outil, c'est juste pas possible en fait de le faire à la main, de pouvoir personnaliser sur une grande échelle ses programmes d'intégration et le fait de pouvoir parler de manière unique et différenciée à la personne, ça va faire la différence. On a beaucoup d'onboardés qui nous remontent que près de 57% des managers ne dédient pas assez de temps pendant cette phase d'intégration. Donc, je pense qu'il y a aussi un sujet pédagogique de la part des équipes RH pour justement faire comprendre l'importance de cette phase d'intégration et le fait de dégager du temps. Et puis, on a parlé des ressources, mais on voit beaucoup de checklists, on voit beaucoup de tableurs Excel ou des outils qui ne communiquent pas avec les collaborateurs. Et là, encore une fois, on n'est pas dans la bonne approche, puisqu'en fait, on ne crée pas d'expérience, tout simplement pour les collaborateurs, qui est aujourd'hui une de leurs attentes principales et qui va nous permettre de mieux les fidéliser. Alors, on voulait vous parler d'un. N'hésitez pas, alors, on fait peut-être une pause si vous voulez nous poser des questions ou partager des expériences que vous avez mis en place avec, au sein de vos équipes. On voulait revenir sur un cas particulier qui est celui. Il y a Laurence Pichegru, excuse-moi, qui nous dit un peu sceptique sur les 69% de l'étude SHRM. Écoutez, Laurence, ce que je vous propose, c'est de vous l'envoyer, cette étude, puisque nous avons eu accès à cette étude. Elle est disponible en ligne. Et donc, on vous la communiquera après le webinaire pour que vous puissiez juger de vous-même. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos commentaires. On va y répondre. Hein. On y répond. Il faut que ça soit interactif. C'est aussi tout l'intérêt de ce webinaire. Posez vos questions. Voilà, peut-être juste Baptiste sur le cas alors en fait, c'est un cas hyper intéressant. Ça, En fait, il y a le cas particulier, effectivement, parce qu'on parle souvent des jeunes recrues et très vite, effectivement, on va cibler les jeunes générations, ceux qui vont rentrer dans le monde de l'entreprise. Il y a un autre cas qui est hyper intéressant, qui est à la fois celui du recrutement externe de managers expérimentés, voire de mobilité interne de managers qui vont reprendre une équipe existante ou une nouvelle équipe en interne. Le point pour nous qui est essentiel dans ce cadre-là et qui est basé sur des expériences qu'on a pu avoir et des cas très concrets, c'est un excellent moyen pour recréer une dynamique. Et nous, ce qu'on vient apporter, ou en tout cas les éléments vraiment différenciants qu'on propose aux managers sur ce point-là, c'est de lui permettre de créer un cadre qui est propice à l'échange. En fait, l'idée, c'est de niveler au maximum son arrivée, de lisser au maximum son arrivée et surtout de lui permettre de connaître très rapidement ses collègues, de voir quels sont les irritants, les points d'amélioration, de voir aussi quelles sont les forces pour très vite se mettre dans une démarche de construction de solutions, d'ajustement en équipe. Pour illustrer ce point-là, il y a un graphe que j'aime beaucoup et que je voulais partager, qui est un graphe c'est un TED Talk qui est hyper intéressant. Il y a la source, je pense qu'on vous enverra le deck, vous verrez la vidéo en ligne qui est sur comment on crée un cadre alors ça s'appelle Psychological Safety, donc un cadre sécurisant pour que toute l'équipe progresse. Et ça, c'est d'autant plus vrai sur les nouveaux managers qui ont besoin de faire une très bonne impression à leurs managers eux-mêmes et une très bonne impression aussi au reste de l'équipe.
Donc, on a un graphe sur lequel on a en ordonnée le climat de confiance et en abscisse la motivation et la responsabilité. Et vous allez voir, en fait, c'est le cadre qu'on va chercher à créer au maximum. Globalement, quand il n'y a pas de confiance, pas de motivation, on est dans l'apathie. Je ne nous le souhaite à aucun d'entre nous. Pas très intéressant. Le deuxième sujet, qui est de dire effectivement la confiance est là, mais en fait, il y a peu de responsabilité, tout est centralisé dans les mains du management. On est dans une situation de confort, mais on n'est pas vraiment dans une situation où les gens vont pouvoir se développer. Le troisième cadre, qui est celui dans lequel beaucoup d'organisations sont actuellement, c'est-à-dire qu'il y a un haut niveau de motivation et de responsabilité, c'est-à-dire qu'on a tous plein de choses à faire. On est souvent tous un peu en sur-régime et du coup, ça crée régulièrement des sujets de défiance, des sujets de confiance, pas mal de politiques internes aussi. Et nous, ce qu'on apprécie là-dedans, c'est, vous vous en doutez, le quatrième cadre, qui est celui de l'apprentissage, qui est de dire on est capable de faire cohabiter de la confiance, de la bienveillance avec des sujets d'efficacité, de responsabilité. Et c'est ça qu'en fait on propose et on vous invite à, enfin, ce à quoi on vous invite à réfléchir sur les nouveaux managers, c'est se dire que ce sont des gens qui arrivent de l'extérieur pour apporter de la nouveauté et qui ont besoin de fédérer très vite autour d'eux. Et là-dessus, encore une fois, il y a des outils simples à imaginer, il y a des actions simples qu'on peut vous proposer de mettre en place. Alors, le, le cas du manager onboarding est intéressant. Alors, sur le buddy, sur le parrain, on remarque qu'il y a un vrai sujet, c'est d'avoir un vrai pair, quelqu'un qui est au même niveau hiérarchique que le nouvel entrant, mais peut-être dans une autre division, peut-être dans une autre business unique, quelqu'un qui va pouvoir lui expliquer, lui décrypter l'organisation à un même niveau dans lequel il n'y a pas de, enfin, ils vont pas avoir un échange hiérarchique direct. Ça, c'est hyper intéressant. Il y a une phase, vous l'avez vu tout à l'heure, qui est le pré-onboarding, en fait, le moment qui se situe entre la validation de l'offre et le premier jour. Et le premier jour d'organisation, sur lequel, sur des managers qui ont déjà l'expérience, nous, ce qu'on conseille, c'est effectivement d'intensifier les échanges, soit avec l'équipe dont il va avoir la charge, soit même avec ses pairs au niveau de l'équipe dans laquelle il lui-même est managé. Et le dernier point, c'est au niveau de l'outillage du travail en équipe, ce qui est un point effectivement important pour nous, qui est aussi plébiscité dans les équipes qu'on accompagne, qui est le fait effectivement d'avoir ces rendez-vous physiques où on se met tous autour d'une box et on décrypte un nouveau sujet, mais aussi d'avoir des outils simples comme on propose, d'autres le proposent aussi, de suivi de la dynamique de mon équipe, de pouvoir faire une prise de pouls simple et régulière pour savoir quels sont les sujets du moment, quels sont les irritants du moment, et de se poser régulièrement autour de ces sujets. Très clair. C'est vrai que c'est un cas intéressant et il faut aussi, il y a des spécificités. On a aussi des néo-managers et des managers plus confirmés. Je pense que c'est aussi un point important sur lequel il faut aussi savoir adapter finalement le discours et l'implication des managers pour s'assurer que ça réponde bien à leurs attentes. Alors, on a des petits commentaires, Claude, qui nous dit que les managers se focusent sur les résultats. C'est vrai, tout à fait. Et donc, l'enjeu, c'est comment mieux les impliquer. Tout à fait. Donc, on en parle, hein, on en a parlé déjà. On fera un petit résumé à la fin des techniques. On nous demande si oui, ça sera. Alors, vous pourrez retrouver tous ces contenus évidemment par mail. Il y aura un suivi. On va passer à une seconde partie qui est plutôt sur la culture du feedback. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques. Il nous reste encore une dizaine de minutes pour aborder ce point-là et puis terminer sur une partie plus interactive. Donc, la culture du feedback, ça fait partie d'une pratique très importante pour justement mieux intégrer les collaborateurs et impliquer les managers. Donc, on a des stats. 72% des employés pensent que leur performance serait accrue s'ils avaient plus de feedback. 83% d'entre eux disent que la reconnaissance est plus gratifiante que l'argent. Donc, le feedback, voilà, je pense que vous êtes tous convaincus ici. Ça paraît évident, mais combien le mettent réellement en pratique? C'est encore très peu le cas. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce feedback. Une technique que j'ai vue aussi inspirée
des États-Unis, c'est le positive feedback. C'est-à-dire qu'en fait, il faut intégrer cette culture du feedback dans les entreprises, mais il y a aussi la manière dont ce feedback va être réalisé, puisque parfois ça peut être un peu dur. Si on balance un feedback où la personne se fait démolir, ça peut être difficile à vivre. Donc l'idée, c'est pas d'être dans cette logique négative, mais plutôt d'être dans une logique de positive feedback. Par exemple, reconnaître les actions positives, être très spécifique sur certaines actions réalisées par la personne. Ça peut être un élément intéressant. Donc, juste un point là-dessus. Moi, je voudrais ajouter 2 points là-dessus. Alors, déjà, pour répondre à la question de Claude sur effectivement le fait que les managers ont tendance à se focaliser sur le résultat, on a ce premier chiffre de 72% d'employés qui pensent que leur performance serait accrue s'ils recevaient plus de feedback. Donc, c'est un moyen simple d'aller sur plus de performance, plus de résultats. Tout l'enjeu et toute la mécanique est derrière, c'est effectivement prouver, et c'est pour ça qu'on vous proposait de partir des attentes des managers, de prouver qu'en fait, le fait de passer du temps et de prendre du temps sur l'onboarding, c'est du temps gagné derrière. Et c'est du temps sur lequel on va se mettre dans une dynamique positive qui peut être suivie par plein d'indicateurs. La dynamique en est un, les résultats en sont une autre, mais c'est un temps qui est nécessaire pour que ça se passe bien. Le deuxième point sur le feedback, tu avais un très bon point, Nathaniel, là-dessus. Nous, il se trouve qu'on a un fonctionnement un peu comme un magazine où on sort une nouvelle box tous les mois, et la box du mois de mai, donc celle qui va arriver sur le bureau de nos managers utilisateurs dans quelques jours, et sur le feedback. Donc c'est vers un feedback constructif. Et effectivement, nous, on leur propose un atelier hyper simple pour un peu s'entraîner à blanc sur le feedback, s'entraîner à donner du feedback, donner une méthode clé pour permettre de donner du feedback rapidement, efficacement et dans une démarche constructive à son collègue. Et on leur explique aussi que le feedback, ça peut être donné à plein d'endroits. On a une routine qu'on leur propose de mettre en place, qu'on pourra peut-être tester à la fin de cette séance, qui est juste de mesurer ce qu'on appelle le ROTI, donc le Return on Time Invested, donc le retour sur le temps investi. Alors ça sert à améliorer les réunions, mais tout type de réunion, une conférence, un webinaire, une chose comme ça, c'est une forme de feedback. Et en fait, c'est un feedback qui n'est pas personnel, qui est vraiment là sur l'organisation et la manière dont on peut améliorer les choses, et qui est déjà super utile. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Super. Alors, des bonnes pratiques, parce qu'on est vraiment ici pour donner du concret et que vous puissiez appliquer ces pratiques au sein de votre entreprise. Donc, on a notamment l'identification des enjeux du poste. Donc, là, c'est un feedback qui est sur le contexte du poste avec un suivi en fait du manager sur les priorités et comment ce poste s'inscrit dans le contexte global de l'entreprise. Quelque chose qui est très logique et très évident, c'est des points hebdomadaires. Donc, réaliser des points hebdo lors des premiers mois. Alors, il y en a qui poussent le suivi à faire un point quotidien. J'ai vu ça. Alors, il faut faire attention non plus d'être pas dans la surexagération, mais pour certains collaborateurs, peut-être en parler et justement, peut-être qu'un suivi quotidien peut être pertinent pour certains d'entre eux. Donc, il faut évidemment ajuster et être flexible par rapport à ça. Un point très important qui m'est cher d'ailleurs, c'est de redonner confiance. En fait, l'onboarding, le collaborateur qui arrive dans l'entreprise a une période d'excitation, très engagé dans l'entreprise. Il est très motivé pour justement valider sa période d'essai et se rendre indispensable. Mais en fait, très rapidement, vu même s'il a ses compétences, mais finalement, il connaît assez peu l'environnement. Et après quelques semaines ou voire quelques mois, il peut rentrer dans une période de doute peut s'installer chez le collaborateur. Ça prend du temps de débloquer certains deals commerciaux, de négocier des partenariats, d'avoir des victoires. Et donc, il y a finalement ce doute. Et là, le rôle du manager est très important pour justement pouvoir donner au collaborateur des petites victoires, des quick wins, pour lui redonner confiance rapidement. Donc, des victoires qui sont peut-être plus faciles que sa mission à long terme, mais qui vont donner de la confiance au collaborateur et améliorer son engagement. Donc ça, c'est très important. On a d'autres outils, évidemment, le rapport d'étonnement, je pense que vous le connaissez tous. Cet outil, alors il est évidemment intégré par exemple, chez A-Team, voilà, vous avez directement le rapport d'étonnement. On a, donc ça, c'est vraiment un outil top.
Et puis, ce qui est aujourd'hui une grande tendance, Baptiste, c'est le feedback continu sur la refonte des entretiens. Deux trucs. Alors, je reviens 2 secondes sur le rapport d'étonnement, qui est, de mon point de vue, autant utile à l'organisation qu'à la personne qui arrive. Alors, la personne qui arrive, et s'il est fait dans un cadre effectivement sincère, où on peut dire ce qui va et ce qui ne va pas, c'est hyper intéressant parce qu'il y a un côté très contributif. Et pour les gens qui organisent, alors ça va, on va dire l'ensemble de l'équipe qui organise l'arrivée des nouveaux, donc ça va de la fonction RH jusqu'à effectivement à l'équipe et aux managers qui vont accueillir la nouvelle recrue. Ça permet, et on va en parler, je pense, à la toute fin, de valider les process, les scénarios d'intégration qu'on a échafaudés, qu'on a créés, sur lesquels on a passé du temps. Donc ça, c'est assez gratifiant pour l'ensemble de l'équipe et ça permet d'ajuster les choses de manière aussi rapide. Voilà. Sur le feedback en continu, c'est un point extrêmement intéressant et qui sort un peu du cadre juste de l'onboarding, qui est effectivement le fait que l'éval de fin d'année a un cadre légal et qui est important, notamment les entretiens de professionnalisation, les choses comme ça. Reste que ça ne doit pas être le seul rendez-vous où le manager et le manager se parlent. C'est un point qui est important. Encore une fois, autant utile à la personne qui est managée qu'à la personne qui manage. Et surtout, c'est un moyen d'ajuster les choses et de ne pas attendre effectivement un rendez-vous qui est calé une fois par an pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. C'est aussi ce qui fait que les gens apprennent, que les gens progressent. Voilà, donc c'est un point vraiment. C'est un vrai sujet, hein, la refonte des évals. Je pense que vous êtes tous au courant de cette tendance de fond. L'entretien, on attendre un an, 6 mois au mieux pour avoir un feedback de son manager. C'est plus possible. Vraiment. Et juste sur ce point-là, du feedback qui est effectivement. Quelqu'un me demande effectivement si c'est possible de tester la box sur le feedback. En réalité, effectivement, il y en a une qui est spécifiquement, qui est un peu la première d'un programme qui est dédié à ce sujet-là, mais en réalité, on aborde le sujet du feedback dans différents thèmes. Ça va de une approche très liée au comportement, typiquement comment on gère les tensions dans une équipe. Faut savoir faire du feedback, et on leur explique dans ce contexte-là. Comment remotiver ou comment se fixer des bons objectifs. On est aussi sur des choses autour un peu de l'introspection de l'équipe. Ouais. Donc, il y a ces notions de feedback, mais effectivement, on pourra en parler à la fin ou après le webinaire avec grand plaisir. C'est Émilie qui nous a envoyé ça. Ouais, donc, alors pourquoi le feedback? Encore une fois, je vous sollicite justement sur du feedback. Parce que là, je trouve que c'est un petit peu. On n'a pas assez de questions. Donc, est-ce que vous êtes bien derrière votre écran, vous nous écoutez ou vous êtes un peu endormi avant le déjeuner? Donc, on veut plus de questions, plus d'interactivité, vraiment participer. Donnez-nous votre feedback, justement pour être dans cette culture du feedback. L'utilité pour le manager et le RH. Alors, c'est évident, j'ai envie de vous dire, c'est l'évaluation de la qualité des process existants. Qu'est-ce qui va pas, identifier des leviers d'amélioration. Et donc là, c'est vraiment d'être très concret sur les attentes, identifier les attentes et aussi montrer qu'on va les traiter dans le temps, parce qu'il ne suffit pas de les identifier, mais aussi de montrer qu'on va changer. Donc, l'évaluation permet aussi de suivre finalement si on répond aux attentes des collaborateurs dans le temps. L'accroissement de l'engagement, le fait déjà de solliciter les collaborateurs via ces feedbacks. Là, on montre l'importance qu'on leur accorde dans l'entreprise et le fait de les traiter, évidemment, ça va améliorer leur engagement et leur implication. Et puis, on est capable, avec ce feedback, de pouvoir anticiper le taux de turnover, anticiper des départs. Tu parlais de signaux faibles, clairement, le feedback le permet. Alors, pour certains collaborateurs qui sont plus à l'aise avec leur identité, peut-être proposer du feedback anonyme aussi, pour justement permettre aux collaborateurs de ne pas avoir peur peut-être d'une sanction ou qui se sentent libérés pour exprimer leur opinion. Pour le collaborateur, c'est évidemment améliorer les performances, monter en compétences plus rapidement et responsabiliser, se sentir responsabilisé dans l'entreprise. Donc, très utile pour l'ensemble des parties prenantes. On va attaquer finalement un petit résumé, Baptiste, de cette session sur les bonnes pratiques des managers et les secrets de l'implication.
Donc, cette démarche, finalement, elle se concrétise dès l'onboarding, qui est la phase, qui est un processus critique, sensible, on le sait bien. Et donc, mais ce n'est pas simplement juste pendant cette phase d'onboarding, c'est en continu, finalement, qu'on va mettre en place ces bonnes pratiques. Donc, comment impliquer les managers? Voilà, on le voit, nous, on a beaucoup de clients RH, et ici, vous êtes nombreux. Voilà, ils nous disent, on galère, on n'arrive pas à impliquer les managers, ils s'en foutent. Concrètement, c'est compliqué, ils sont occupés. Donc, comment faire? Comment les aider? Donc, finalement, quelques recettes, Baptiste, c'est déjà prendre en compte les attentes des onboarding et des managers. Ouais, je reviens sur un point que je pense marteler, c'est de se dire effectivement, on passe beaucoup de temps, et notamment dans des phases de recrutement, à comprendre les attentes de la nouvelle génération, des gens qu'on cherche à recruter. Il y a vraiment un autre point, c'est comprendre de l'intérieur quelles sont les contraintes et les attentes et voir s'il n'y a pas des actions même à mettre en place avant même que la nouvelle recrue arrive. On a parlé un petit peu de mobiliser l'équipe, c'est peut-être ajuster les plannings, ajuster les attentes aussi en termes d'objectifs. Reste qu'il y a un vrai sujet derrière ça, c'est de prise en compte du manager pour effectivement réussir ce matching entre des attentes de quelqu'un qui arrive de l'extérieur et des attentes de quelqu'un qui est déjà dans l'organisation qu'il faut fidéliser, à qui il faut donner les moyens de s'occuper correctement des gens qui sont autour de lui et a fortiori d'intégrer correctement les gens qui arrivent de l'extérieur. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est de valoriser l'autonomisation des équipes. C'est bête, mais on parle effectivement beaucoup avec les RH et en général, quand quelque chose est mis en place et qu'il n'y a pas de retour, c'est que ça s'est bien passé. Ouais. Et en général, quand ça se passe bien, là, on entend parler et on a du retour, on a du feedback souvent quand ça va pas mal. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de valoriser aussi des équipes qui sont autonomes, qui prennent le temps d'échanger sur ces sujets, de mettre en place des rituels à leur niveau. Alors, on ne dit pas que les autres doivent forcément calquer ce que eux mettent en place, pardon, mais qui réfléchissent à la culture qu'ils veulent diffuser, à la manière dont ils veulent travailler et aux automatismes qu'ils ont mis en place chez eux. Le dernier point, c'est sur la base effectivement de ces premières équipes, ou en tout cas de ces premiers succès, c'est d'identifier vraiment des managers ambassadeurs. Il y a un gros travail, en fait, on revient sur ce point-là aussi, c'est que la phase d'onboarding est une phase sensible parce qu'il y a une logique de rétention, c'est aussi une phase sensible du point de vue de la transformation des organisations. C'est la phase où en fait on peut amorcer de nouvelles dynamiques, amorcer des changements. Donc identifier les personnes qui sont ambassadeurs, qui sont à l'aise dans ces changements, c'est hyper intéressant au niveau de ces équipes-là, mais aussi plus largement au niveau de l'organisation. Très important, nous, par exemple, ça nous est arrivé, nous, avec certains clients, de débloquer des situations grâce aux managers. Le fait que les managers soient sensibilisés à ces sujets-là permet de faire avancer, de faire bouger les lignes. Parce qu'il y a toujours une volonté, finalement, pour les RH, j'ai envie de dire, c'est évident. L'onboarding, c'est très important et c'est quelque chose qu'ils veulent améliorer en continu. Ils sont très sensibles à ça. Mais du coup, c'est souvent plus compliqué de faire bouger les lignes dans l'opérationnel. Donc, le fait d'identifier des managers sensibles et qui vont aussi vous aider à pousser ce type de sujet en interne et à créer de l'adhésion, c'est vraiment très très important pour ne pas finalement être cavalier seul dans l'entreprise. Donc nous, concrètement, ça nous a permis notamment de déployer dans une grande SS2I grâce à un manager qui était hyper sensible, en plus des RH qui a impulsé le projet. Donc concrètement, ça marche. On parle de facilitateur, mettre en place des process, d'avoir de l'agilité, des outils. C'est quelque chose qu'on entend énormément de la part de nos clients ou de nos prospects potentiels, partenaires. C'est comment leur faciliter la tâche. Comment ne pas alourdir. Donc, c'est là où en fait le fait de mettre des rituels, le fait d'être agile par rapport à ces rituels et le fait d'outiller les équipes peut vraiment être facilitateur. Finalement, ça va permettre de gagner du temps, d'avoir une vue claire sur les responsabilités de chacun, qui fait quoi, pouvoir distiller des conseils. Donc, le côté facilitateur est fondamental pour vraiment impliquer les managers et ne pas leur alourdir la tâche. Et donc là, c'est là aussi la simplicité d'un outil, la simplicité des process et être agile. On entend souvent les services RH qui veulent justement impliquer et
faciliter les managers, mais il y a parfois aussi, pour le reconnaître, parfois un peu de résistance dans les équipes RH à changer, justement, à proposer des nouvelles choses. Et aujourd'hui, il faut plutôt justement être dans une posture totalement différente, de tester des outils, d'AB tester, d'utiliser les bonnes pratiques du digital qu'on a vu sur d'autres secteurs comme le marketing, la finance, la partie commerciale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les équipes RH doivent être plus sensibilisées sur cette culture du digital pour justement AB tester, faciliter et être force de proposition en interne. Je pense qu'effectivement, le message derrière ça, c'est d'impliquer au maximum. Et quand on parlait de prendre en compte les attentes, ça va plus loin. Si vous avez la possibilité de co-créer les solutions, en tout cas de les faire tester rapidement, de récolter du feedback rapidement avec des managers opérationnels, ça nous semble effectivement un bon moyen, et c'est peut-être simple de le dire, mais c'est plus dur d'être en résistance sur un nouvel outil s'il a été conçu avec moi. Alors, Bien sûr, en ouais. partant de mes besoins. C'est fait intéressant ce que tu dis. Par exemple, nous, lorsqu'on met en place l'outil A-Team, on a des ateliers en amont pour définir en fait quel est le contenu et un petit peu le cahier des charges de l'onboarding. Et là, justement, ce qu'on demande, et c'est un des prérequis pour ce type d'atelier, c'est d'avoir des opérationnels et ne pas concevoir finalement ce parcours dans notre tour d'ivoire et détacher des opérationnels. Et en fait, ce retour-là est hyper intéressant. C'est là où on apprend le plus finalement. On revient toujours au même sujet qui est de dire pensons l'expérience collaborateur comme l'expérience client. Et si on veut créer un produit pour un client, c'est bien d'aller l'écouter, d'aller comprendre comment il fonctionne. Dernier point, qui est si tout se passe bien et que les managers ambassadeurs sont spotés, que les premiers succès sont là, c'est de passer à une phase d'industrialisation des process, des bonnes pratiques. Sur la base de ces premiers succès, sur la base de témoignages clients, de témoignages utilisateurs, managers, onboardés, c'est tout de suite en fait plus facile de passer sur une phase de déploiement si on a déjà des premiers succès à montrer. Ça se vend mieux en interne et c'est pour nous effectivement la bonne façon d'impliquer l'ensemble des managers, puisque là on est dans une phase où les premiers sont déjà convaincus, et de basculer en expliquant oui, on bascule parce que, un, on l'a conçu avec vous, deux, on l'a testé, il y a des premiers succès, trois, on a des managers et des employés qui nous disent que c'est plutôt efficace. Voilà. Okay. Et bien entendu, il faut accompagner le changement. On n'est pas en train de dire maintenant c'est bon, vous imposez, mais il y a toute cette phase d'accompagnement qui n'est pas négligeable. Reste que c'est plus facile de transformer une fois qu'on a eu des premiers succès. Alors, on est quasiment à la fin de ce webinaire. On a plusieurs questions. Enfin, on a Laurence Pichegru qui nous explique qu'elle a conçu son process d'onboarding avec les managers. Bravo. Bravo, Laurence. C'est justement ce qu'on préconise et de les impliquer et de concevoir avec eux. Et encore une fois, alors j'imagine que ça transparaît dans mon discours, mais l'idée c'est que l'onboarding, comme l'offboarding, d'ailleurs on s'est focalisé sur l'onboarding, mais il y a plein de moments qui sont des moments clés et des moments où on peut impulser des choses nouvelles. Reste qu'effectivement, manager, c'est un travail au long cours. Vous avez vu les petits graphes qu'on a montré au début. Une fois que la mauvaise dynamique est enclenchée, c'est dur de la rétablir. Créer des moments où l'équipe se pose des questions sur son fonctionnement, sur la manière dont je veux le travailler. Je pense à d'autres éditions qu'on a pu créer autour de gérer les talents. Comment on s'assure que tout le monde utilise bien le maximum de ses capacités. Est-ce qu'il n'y a pas des matchings qu'on n'avait pas prévus qu'on peut faire? Est-ce créer un moment pour réfléchir à ça? Travailler sur effectivement nos objectifs communs, comment on optimise notre temps. Enfin voilà, c'est des sujets qui contribuent au fait que l'ambiance de travail au sein des équipes est bonne. L'ambiance de travail est bonne et l'intégration des nouveaux sera d'autant meilleure. On a Laurent Alain qui nous explique, qui nous demande comment impliquer les autres membres de l'équipe d'onboarding. C'est une très bonne question. Là, c'est vrai que l'outil facilite clairement, je pense, l'implication. C'est une bonne étape, mais ce n'est pas suffisant. Alors, l'outil permet d'avoir des emails, des notifications, de clarifier les rôles. Donc, ça apporte beaucoup de lisibilité, de clarté. Ça facilite, encore une fois, c'est facilitateur de votre travail. Donc, je pense que l'outil, surtout quand on recrute un certain nombre de personnes, est indispensable. Maintenant, l'outil ne suffit pas. Si derrière il n'y a pas une impulsion managériale, une impulsion humaine et une culture finalement autour de ces process, il faut que finalement votre direction
et le top management soient sensibilisés à ces sujets-là. Si ce n'est pas le cas, ça ne marchera pas. Même si on a la meilleure bécane, la Rolls-Royce, Effectivement. derrière, il n'y a pas cette implication humaine. Et donc pour ça, je pense que c'est de la pédagogie de la part des équipes RH. Communiquer sur des livres blancs, communiquer sur du contenu, communiquer sur l'importance de ce process. Donc c'est les sensibiliser, créer du contenu, de la pédagogie pour justement mieux les impliquer. Alors, moi, je voulais ajouter deux trucs. Effectivement, Vas-y, Baptiste. je te rejoins complètement sur le côté humain. La création de rendez-vous, je ne reviens pas là-dessus. Effectivement, le fait que ça passe par effectivement les sessions Teambox, ça passe aussi par des points réguliers d'équipe où on partage sur les chantiers des uns et des autres, qui permet d'une certaine manière d'impliquer les autres membres de l'équipe. Ils sont tous à la même table, ils échangent sur ce qu'ils sont en train de faire. Il y a toute la phase de découverte de l'organisation sur laquelle c'est intéressant de. Il y a des initiatives intéressantes à différents niveaux, des formats un peu vie ma vie, où on va venir comprendre les expertises de ses collègues en passant une journée avec eux, une demi-journée avec eux, et à comprendre ce que c'est qu'une négociation client, ce que c'est que le travail de développement, ce que c'est que le travail de prospection commerciale, par exemple. Ça, c'est extrêmement intéressant. L'écueil là-dedans, c'est de ne pas tout concentrer les premiers jours. Sinon, effectivement, la nouvelle recrue est plutôt dans une phase de passive d'écoute. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quand même intéressant de le mettre tout de suite dans l'action. Donc, c'est plutôt et la manière dont je vois la plus simple d'organiser ça, c'est d'avoir effectivement une rapide séance de travail avec toute l'équipe où on fixe le programme d'intégration et où chaque personne de l'équipe peut proposer, ça va de boire un café jusqu'à effectivement passer une demi-journée avec la nouvelle recrue, mais en tout cas, prends le temps. Parce qu'encore une fois, c'est du temps investi, c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi sur la suite. Voilà un petit peu On ce a qu'on peut on a apporter comme. une question d'Émilie qui nous demande comment communiquer avec les futurs collaborateurs, à quelle fréquence, quel contenu. Mais ça, peut-être je vais la prendre cette question, Ouais. parce que c'est un petit peu Vas-y. notre cheval de bataille, Émilie. Donc, comment communiquer? Euh, Finalement, la digitalisation facilite les échanges. Le fait d'avoir un seul canal de communication également, ça permet de faciliter. Euh, la digitalisation, pourquoi? Plutôt que d'avoir finalement repartir avec des piles de dossiers papier, des guides de formation un peu à l'ancienne, finalement, ça permet de véhiculer une image plus moderne, d'avoir une clarté aussi pour le collaborateur, notamment ces nouvelles générations qui, elles, sont très habituées à ce type d'outils. Euh, à quelle fréquence? Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu sur mesure. C'est l'entreprise qui doit déterminer sa fréquence et son contenu. Donc le contenu, on parlait au début de l'entonnoir. Donc, ça, c'est l'entonnoir, c'est la fameuse technique où on présente la big picture, la vision de l'entreprise. On va présenter après l'ensemble des départements et en fait, on va réduire à chaque fois. Donc une fois qu'on a présenté l'ensemble des départements, on va être plutôt sur le département de la personne. On peut après réduire sur l'équipe et le métier spécifique du collaborateur. Donc, cette technique d'entonnoir est très utile et permet du coup de séquencer des contenus au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas surcharger le collaborateur de choses à faire. Il faut que ça soit vécu comme une expérience. On est vraiment dans cette notion d'expérience collaborateur. Et là, l'idée, c'est peut-être tester, c'est-à-dire une communication toutes les semaines, ou tous les 2, 3 jours et voir quel est le retour en interne. Ça va varier selon euh, ça va varier en fait selon les organisations. Donc, on a également cette notion. Alors, dans votre question, Émilie, vous parlez des futurs collaborateurs. Donc, c'est des gens qui ne sont finalement même pas encore onboardés, qui sont des potentiels candidats. Euh, Là, l'enjeu, alors peut-être sur cette partie-là, c'est vrai que c'est moins notre cœur de métier, mais on est sur des sujets assez complémentaires. Moi, il y a Marque un vrai employeur, sujet qui est de fluidifier un petit peu la communication. En général, quand quelqu'un arrive, effectivement, il y a une checklist qui peut, enfin, même avant son arrivée, il y a une checklist qui peut être assez longue. Se poser la question, au lieu de tout envoyer de façon monolithique, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à séquencer, cadencer les c'est choses conseillé. pour que ce soit euh, déjà que la personne qui reçoit se dise pas oh là là j'ai tout ça à remplir, tout ça à préparer, Ouais. mais peut-être alors ça dépend vraiment des cas, mais se dire s'il y a un mois entre la validation de l'offre et le début, prendre le temps d'appeler la personne pour lui expliquer tout ce qu'il va avoir à préparer et programmer des mails un petit peu toutes les semaines Le avec ses séquençage est collaborateurs. hyper important. Mm. Le fait de cadencer, d'avoir un apprentissage progressif.
Bon, il nous reste quelques minutes. On a encore des questions. Émilie, non, elle parle bien des personnes recrutées, mais pas encore arrivées. D'accord, Ah, ok. ouais, Des futurs, ok. Donc, on était bien sur la partie onboarding. Et donc là, là, je pense que Baptiste y a attendu. Je pense que le séquençage, cadencer les éléments, c'est très, très et intéressant. surtout distinguer ce qui va être du pur administratif des choses qui vont être plutôt en lien avec les futurs responsabilisés ou le métier de l'organisation. Ça peut être aussi un moment intéressant pour commencer à nourrir. Enfin, voilà, puisque les futurs collaborateurs sont déjà des collaborateurs, Ouais. ils peuvent aussi avoir un effet, comment dire, ils sont assez proches des gens que vous pouvez recruter derrière, ils peuvent aussi avoir un effet recommandation si cette com est Tout à bien fait. sentie. Tout à fait. Alors, on a une dernière question et puis on arrêtera après cette question-là. Donc, c'est Sophie, je dois vous laisser. Merci. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour ce webinaire très intéressant. Donc, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous Donc, la box. faire. On voit là des commentaires. Les managers sont pressés. Voilà, petit branding pour ceux qui restent. Euh, le gros challenge, c'est de réellement impliquer les managers qui deviennent des acteurs de l'intégration de nos collaborateurs. Merci beaucoup, très intéressant. Bah, écoutez, ça fait plaisir. Si, laissez-nous vos petits commentaires en espérant que ça vous a plu. Et puis, vous savez, on a ces rendez-vous de manière très régulière avec A-Team. Je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires. Et puis Baptiste, qui est lui aussi avec sa super box Ouais. d'animation d'équipe, N'hésitez pas si l'outil vous avez indispensable. envie de tester. On a déjà eu quelques demandes. On va vous envoyer un petit peu d'informations et puis On on vous vous enverra enverra les, les slides aussi. Vous retrouvez, je pense, le contenu en ligne si vous voulez envoyer la vidéo à vos collègues. En tout cas, merci beaucoup de vos commentaires. On a quelques. Géraldine qui est restée jusqu'au bout, qui nous dit merci beaucoup. Donc ça fait plaisir de voir euh, que vous êtes restés très nombreux jusqu'au bout pour aller au bout de ce webinaire. On est vraiment rentré dans le concret sur des pratiques avec les managers pour vraiment dans une logique pragmatique et opérationnelle. Je vous remercie. Puis je vous dis à très bientôt sur nos antennes. À bientôt. Merci beaucoup.